Bon, je l'ai dit, je crois, en partie dans le premier interview, mais je veux y revenir. Moi, je lis le XXe siècle comme la première vague, pas la dernière, la première vague des luttes victorieuses, à des degrés divers, pour l'émancipation du travail et des peuples. C'est-à-dire pour l'émancipation des formes d'exploitation capitaliste, l'abolition de la propriété privée capitaliste, et pour l'émancipation des peuples, c'est-à-dire l'affirmation des peuples contre les logiques de l'expansion impérialiste. Cette première vague, elle a pris des formes diverses. Elle a été amorcée par une grande révolution, la révolution russe de 1917, au nom et sous le drapeau du socialisme. Elle a été poursuivie par d'autres révolutions sous le drapeau du socialisme, notamment en Chine, au Vietnam, à Cuba. Elle a pris aussi la forme des énormes mouvements de libération nationaux, plus ou moins radicaux, de l'Asie et de l'Afrique des années de Bandung, de 1960, 55-60, jusqu'à l'offensive néolibérale impérialiste des années 90. Elle a pris la forme d'une série donc de mouvements qui ont été plus ou moins radicaux, qui ont eu des contenus sociaux divers, mais qui, loin d'avoir été exclusivement négatifs, comme on le veut les présenter, ont amorcé une transformation gigantesque du monde, et pour beaucoup des classes populaires dans un sens positif, c'est-à-dire avec précisément la conquête de nouveaux droits. Bien sûr, dans l'ensemble des droits conquis, mais aussi octroyés et par en haut, par le pouvoir, et contrôlés par le pouvoir, avec toutes les limites, voire même les dérives, et je disais même les dérives criminelles. Dans le cas soviétique, on ne doit pas le nier. Cette page est aujourd'hui tournée pour tout le monde. Elle est tournée pour les Russes, pour les anciens soviétiques d'ailleurs, elle est tournée pour les Chinois de l'époque maoïste, elle est tournée pour les peuples d'Asie, d'Afrique de l'époque de Bandung. Cette page est tournée. Nous entrons dans une deuxième vague. Dans une deuxième vague. Je ne sais pas combien de vagues il faudra pour inventer le socialisme. Je ne dirais pas dans sa forme définitive, parce que je ne crois pas aux formes définitives, mais dans sa forme, disons, pleinement épanouie, une deuxième vague. Et cette vague, elle est déjà amorcée. Elle est amorcée en Amérique latine par des victoires qui, tout en étant encore très vulnérables, sont tout de même des victoires des peuples au Brésil, au Venezuela, en Bolivie, même en Argentine, en Équateur, et bien sûr, avant cela, à Cuba, avec tous leurs problèmes et leurs limites et leurs contradictions. Elle est amorcée en Asie, avec la révolution du Népal, qui vient victorieuse depuis à peine un an, et qui est confrontée à des problèmes également gigantesques et qui reste vulnérable. Bon, alors cette deuxième page, il n'y a pas lieu de penser qu'elle ne va pas s'ouvrir et s'épanouir. Elle n'est pas encore écrite. Ça prendra du temps à l'écrire. Mais, comme le disait Gramsci, entre la première vague qui est amortie, la deuxième vague qui commence seulement à se former, il y a un creux. Entre la nuit et le jour, il y a une période de pénombre. Et dans la pénombre, des monstres apparaissent. Et nous avons plein de ces monstres. Ce n'est pas seulement Bin Laden, c'est aussi Bush et beaucoup d'autres. Ce sont tous les oligarques du grand capitalisme dominant. Ce sont ça les monstres qui apparaissent. Et à côté des monstres odieux, il y a aussi des fantômes. Qu'est-ce que c'est qu'un fantôme? Un fantôme, c'est un être imaginaire qui est léger, qui est trop léger pour avoir les pieds sur terre, et qui par conséquent vole et est poussé par les vents. Et un peu comme un nuage, il peut s'agréger et se désagréger. Alors ce sont des fantômes en général gentils, mais légers. Et je pense que les mouvements sociaux à l'heure actuelle, et je ne dis pas ça pour les dénigrer, ont encore cette nature de fantômes légers. Il faut qu'ils s'alourdissent,
qu'ils acquièrent le poids pour avoir les pieds sur terre et pouvoir avancer véritablement sur terre. Alors nous sommes dans cette période. C'est la raison pour laquelle il y a eu au moins un moment de désarroi, d'abandon. Bon, le socialisme, c'est fini. La propagande du capitalisme s'est employée à le répéter, mais les gens ont fini par le croire aussi, parce que, effectivement, une étape de la lutte pour le socialisme était terminée, et l'horizon étant bouché, ils ont dit, bon, replions-nous sur nous-mêmes, sur nos petits intérêts, nos petites ambitions, nos petites luttes. On ne peut pas aspirer à davantage. Je crois qu'ils se rendent compte aujourd'hui que ça ne les a pas menés très loin, ça n'a pas empêché le capital ultra-réactionnaire et non pas libéral de prendre l'offensive et de leur imposer avec une violence accrue la dégradation de leur situation. Bon, Sarkozy est un homme politique, opportuniste comme le sont la plupart des hommes politiques, particulièrement de droite, qui dit à peu près n'importe quoi et son contraire. Il dit ça parce qu'il ne peut pas dire le capitalisme tel qu'il est parfait. Il le disait avant-hier, et puis est arrivée cette crise, il est bien obligé de dire il faut le transformer. Mais si on regarde de plus près les politiques qu'il conduit, lui, il n'est pas tout seul, les politiques qui sont conduites par le pouvoir aux États-Unis, et pas seulement par Bush, Obama continuera. Et en Europe, pas seulement par Sarkozy, mais aussi par Madame Merkel et par d'autres. En Espagne, par le gouvernement socialiste. Et toutes ces politiques ne visent qu'à un seul objectif, c'est restaurer le système tel qu'il était avant la crise. Ce n'est pas de dépasser le système. Et la question de la socialisation des moyens de production accaparés par cette minorité d'oligopoles n'est pas ce qu'ils entendent lorsqu'ils parlent de transformation. Lorsqu'ils parlent de transformation et qu'on regarde de près, on se rend compte que c'est une transformation qui est creuse, qui est vide. Ils parlent de moraliser le capitalisme. Le capitalisme n'est pas immoral, il est amoral, mais il n'est pas immoral. Les traders qui ont perdu de l'argent n'ont pas perdu de l'argent parce qu'ils étaient malhonnêtes ou incompétents, mais parce que les contradictions du système conduisaient à l'éclatement de la bulle. Alors, chercher des responsables individualisés, c'est une façon d'éviter d'affronter la responsabilité objective du système. Sí, en relación a esto, yo cuando escuché las conclusiones de la conferencia de Washington, hubo una de las conclusiones que me recordó muchísimo lo que usted dice y enseña, ¿no? Una de las conclusiones, si no recuerdo mal, era pedir a los ministros de comercio que fueran amables y retomaran la ronda Doha de la Organización Mundial du Commerce. Je voudrais savoir votre opinion sur ça. Écoutez, c'est le type de discours creux par excellence. Qu'est-ce que ça veut dire, les ministres, d'inviter les ministres à être aimables? En général, il y a parfois des gens qui sont très impolis parmi eux, mais en général, ils sont relativement bons diplomates, aimables, ils gardent toujours le sourire, même quand ils font des coups très bas. Et on peut demander avec amabilité, pas nécessairement avec méchanceté, l'ouverture commerciale, ce qu'ils demandent, le libre-échange, etc. Le libre-échange joue toujours contre les plus faibles, et que vous leur demandiez de le faire avec le sourire ou avec un bâton dans la main, le résultat pourrait être le même.